Les amis, notre cher Nico Williams semble avoir dit non au FC Barcelone. Du coup, notre direction sportive se dépêche, en toute urgence, appelle les plans B, les plans C, les plans D. Alors qui de Coman, qui de Leao, qui de Luis Diaz ou qui de l'invité mystère est la meilleure des solutions pour le FC Barcelone? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo analyse. Alors les amis, cette question de l'ailier gauche est une problématique qui existe depuis des mois au FC Barcelone. Et entendez-moi bien, quand je parle d'ailier gauche, je parle de joueurs en capacité d'interpréter un rôle sur le couloir, pas uniquement d'un joueur qui est présent dans le demi-espace. Vraiment un ailier fort qui colle sa ligne. C'est un problème qui était déjà présent sous Xavi. Vous vous souvenez déjà, même quand il y avait Ousmane Dembélé, on se disait oui, le jeu du Barça penche vraiment sur le côté d'Ousmane Dembélé et il manque d'un pendant à gauche. L'année dernière, on avait la même problématique, on avait un Lamine Yamal vraiment présent à droite et sur le côté gauche, il y avait un tout petit peu moins de monde. Du coup, le Barça, sur ce mercato, on a dit c'est une priorité de recruter un ailier fort. Bien évidemment, le numéro 6 restait la priorité numéro 1, mais ensuite un ailier gauche pour le Barça, d'autant plus qu'on avait vu le Bayern sous Flick utiliser deux ailiers. Alors bien évidemment, ces ailiers étaient en capacité d'interpréter un rôle très axial et souvent venir permuter et se mettre dans un demi-espace, mais leur premier objectif était d'être performants dans le couloir. On attendait de notre côté de voir ce qu'allait mettre en place Flick avec ce Barça, parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait faire la même chose qu'il a fait avec le Bayern Munich, mais on voit quand même sur ses premiers matchs de préparation et sur tous ces matchs de préparation jusqu'au trophée Grand-Père qu'il utilise quand même deux joueurs de côté. Alors ce qui s'est passé sur les premiers matchs aux États-Unis, c'est que tu avais toujours un des deux joueurs qui était plus dans l'axe que l'autre collait un petit peu plus la ligne, mais malheureusement sur le dernier match qu'on a vu contre Monaco, on était avec deux profils qui étaient Rafinha et Pau Victor, qui étaient deux joueurs qui étaient ultra axiaux. Donc on avait beaucoup de difficultés à élargir le bloc adverse et nous d'avoir des joueurs qui étaient présents et qui avaient une activité dans le couloir. Donc on a très bien vu que nos objectifs de mercato en début de saison, ils correspondent également à un objectif et une limite qu'on a avec notre effectif actuel. La problématique maintenant du côté du FC Barcelone, c'est qu'on avait un objectif principal sur le mercato qui était Nico Williams, qui était notre plan A. Et ce plan semble avoir dit non. Alors il y a une semaine, monsieur reprend l'entraînement avec Bilbao, on en a parlé, on s'est dit bon, là ça sent quand même très mauvais, hein, on est sur un 75% de chance qui continue à Bilbao. Là, ne serait-ce qu'hier, monsieur fait une vidéo où il porte officiellement le numéro 10 du club, où il dit j'ai envie de marquer l'histoire, de représenter ce qu'a fait Munian également à Bilbao. Donc on voit bien à travers ça qu'il y a quand même un gros pourcentage que Nico Williams reste à l'Athletic. Alors ça reste du football, il y a peut-être un mini pourcentage, je dirais un 5% de chance qu'un jour il signe au FC Barcelone. Si on trouve l'argent pour faire péter la clause et ensuite lui proposer un salaire décent, ça peut toujours arriver. C'est du football, tout peut changer à n'importe quel moment, donc il n'y a aucune certitude pour l'instant tant que le joueur ne l'a pas communiqué officiellement, mais ça sent quand même très mauvais pour Nico Williams. Avec ce postulat-ci, la première réaction qu'on a en tant que supporter et surtout la première réaction qu'essaye d'envoyer le Barça dans la communication aux journalistes, etc., c'est on va essayer de se rapatrier sur un autre ailier, une solution de repli. Bien évidemment, la première problématique par rapport à ça, c'est que c'est pas une solution qui a été réfléchie en amont. Et oui, on le sait, la direction sportive du Barça, en ce moment, c'est pas fameux en termes de qualité. Du coup, les mecs qui se sont dit Nico Williams, c'est sûr, on réfléchit pas à des plans B. Du coup, c'est des plans de dernière minute et c'est très rare qu'un plan de dernière minute fonctionne lors du mercato ou en tout cas soit validé par le staff. Entre parenthèses, est-ce que Flick valide le profil qui va lui être proposé? Et donc on a trois profils pour pourquoi pas intégrer le FC Barcelone. On va commencer par les profils qui ont le moins de chances d'arriver jusqu'à ceux qui sont le plus susceptibles de venir. On va commencer tout d'abord par Leao. Alors Leao, il y a très peu de chances que je le vois signer au FC Barcelone. Pourquoi? Parce que tout d'abord son transfert, je pense qu'il faut aligner au moins 3 chiffres, que si des clubs typiquement comme le Paris Saint-Germain ne se sont pas alignés dessus ou n'ont pas réussi à conclure un accord cet été, c'est parce qu'il y a une raison. Je pense que l'AC Milan attend beaucoup d'argent, un montant que n'est pas en capacité de mettre le FC Barcelone, et en plus de ça, c'est le joueur le mieux payé de l'AC Milan, c'est la pierre angulaire de cet effectif, c'est le présent et un petit peu le futur de l'AC Milan. Je ne vois pas pourquoi le joueur déciderait de partir de ce club-ci, et de toute façon, je pense que le Barça n'a même pas l'argent à mettre sur la table pour rivaliser avec d'autres clubs sur le transfert de Leao, qui n'est pour moi pas possible.
Ensuite, on arrive sur la deuxième rumeur qui est Luis Diaz. C'est une rumeur qui commence à avoir un petit peu de vécu au FC Barcelone. Ça fait plusieurs semaines qu'on est un petit peu, entre guillemets, sur le profil. Mais malheureusement, les rumeurs ne sont pas d'accord les unes entre les autres. C'est-à-dire qu'on a des rumeurs à 60 millions d'euros, des rumeurs à 80 millions d'euros. Alors, tout d'abord, 80 millions d'euros, pour moi, c'est impossible pour le Barça de s'aligner dessus pour Luis Diaz. Et ensuite, par rapport au transfert à 60 millions, pourquoi Liverpool lâcherait un joueur si important pour 60 millions d'euros? Si c'est un joueur prépondérant pour Liverpool, pourquoi à 60 millions ils se disent « Ok, c'est bon, on le lâche au FC Barcelone ». Ça reste un excellent joueur, un très bon joueur qui peut être utile pour le Barça. Bien évidemment qu'à 60 millions, il faut commencer sincèrement à y réfléchir, mais je doute un petit peu de cette rumeur. Et on arrive enfin sur le cas qui semble le plus plausible à l'heure actuelle pour le FC Barcelone, c'est Kingsley Coman. Pourquoi? Parce que le Bayern Munich semble l'avoir mis sur le mercato des prêts. Et donc là, on se dit, ah, si c'est pas un transfert, on peut peut-être s'aligner. Le problème avec Kingsley Coman, c'est ses blessures. Le Barça, on a connu un certain Ousmane Dembélé, donc vous connaissez, vous êtes habitué à ça. Dites-vous que Coman, c'est pire en termes de blessures que Ousmane Dembélé. Et que Coman, son salaire au Bayern, c'est l'un des plus importants, qu'il est entre 17 et 18 millions annuels. Quand on prend un joueur en prêt, on paye le salaire, les amis. Du coup, on va payer 17-18 millions à un joueur qui va jouer 25% des matchs seulement au FC Barcelone. Et quand il va jouer, du coup, on va avoir une certaine animation, parce que lui, c'est un vrai ailier de couloir. Et dès qu'il sera plus là, sur 75% des autres matchs, on va devoir trouver une autre animation parce qu'on n'a pas d'ailier à gauche. Du coup, à chaque fois, on va osciller d'animation et je pense que sur cette première année avec Flick, il faut avoir une continuité justement dans le système et dans l'animation. Du coup, pour moi, Coman, c'est pas forcément une bonne idée. Après, bien évidemment, ça reste un joueur, s'il est à 100%, super fort, j'adore son style de jeu, etc. Mais faut qu'il soit à 100% et ça, on est quasi sûr que ça sera pas le cas. Et donc voilà les amis, le Barça fait donc face à un plan A qui semble vraiment échouer, qui est le cas de Nico Williams, et d'autres plans B, C, D qui sont un petit peu sur la tangente, entre on se dit on n'a pas l'argent pour les recruter et l'autre on a beaucoup de questionnements par rapport à leur performance, c'est vraiment pas sûr. On rajoute à ça le fait que lors du trophée Gamper, un supporter du FC Barcelone a interpellé Joan Laporta pour lui dire signe Nico Williams et qui lui a répondu actuellement on a une bonne équipe. Entre guillemets, laisser sous-entendre le mercato des transferts semble fini pour le FC Barcelone. Ou en tout cas, on va pas signer une très grosse recrue. Ça sent donc mauvais pour cette histoire d'ailier gauche, mais je propose une mini solution, une solution qui découle d'un problème. Un problème qu'on a vu notamment avec l'arrivée de Dani Olmo, c'est cette surabondance au poste de numéro 10. On l'a dit, Dani Olmo s'ajoute à la liste de numéro 10 constituée de Gundogan, Pedri, Pablo Torre, Fermín López. Donc tu as 5 joueurs qui vont être présents pour le poste de numéro 10 qui crée une surabondance. Ça pouvait être intéressant s'il y avait des blessures, etc. Des joueurs aussi polyvalents capables de reculer. Mais là, cette mini problématique entre guillemets qu'on avait, elle peut devenir une solution qui est de prendre certains de ces joueurs-là et les mettre justement dans le demi-espace. Alors tu as typiquement des joueurs capables d'interpréter ce poste-là en tant que joueur plus de création, plus d'espace restreint que vont être Dani Olmo et Pedri. Je pense vraiment que Dani Olmo est très bon quand il s'agit d'être performant dans l'axe. Je l'ai dit dans la vidéo où il arrive au FC Barcelone, collé à la ligne dans le couloir. Je pense que Dani Olmo aura un petit peu de difficulté par rapport à son manque de côté athlétique, son manque de vitesse pure. En revanche, c'est quelqu'un de très créatif qui est bon justement dans les petits espaces. Donc dans le demi-espace, il peut être très pertinent. Pedri, qui ressemble beaucoup à Dani Olmo dans cette idée-là, dans cette notion, a interprété ce rôle-ci lors de la saison 2022-2023. On s'en rappelle, c'était lui la pointe haute du fameux carré de Xavi. Du coup, je pense qu'il peut interpréter également ce rôle-ci. Et à côté de ces deux rôles un peu plus créatifs, on a deux joueurs qui sont capables d'interpréter un rôle plus de verticalité, plus de rupture, que sont Rafinha et Fermín López. Rafinha, tout d'abord, on l'a vu l'année dernière quand il est sur le couloir droit, collé à la ligne, en incapacité de faire quoi que ce soit de bon, même pas un 1 contre 1 face à un joueur de Getafe. Donc Rafinha, c'est pas bon quand il est collé à la ligne. En revanche, deuxième moitié de saison, Xavi l'a replacé dans le demi-espace gauche et non pas ailier gauche couloir, demi-espace gauche. Il y a une petite nuance et là, vraiment, il a été très intéressant, très bon, apporter de la verticalité, du dynamisme, de l'intensité dans le contre-pressing et on l'a vu lors des matchs de préparation, il a souvent été utilisé aussi par Flick dans ce rôle-là. Et ensuite Fermín López qui est aussi un joueur de rupture, de verticalité, qui va pouvoir t'apporter son dynamisme, ses frappes de loin. Dans ce rôle-là, je pense qu'il peut également être très pertinent. Les amis, je viens de me rendre compte au montage, mais j'ai oublié un nom.
Ansu Fati, il peut réellement interpréter ce rôle dans le demi-espace. En plus, il a un profil qui est très différent de Dani Olmo et Pedri, différent de Rafinha et Fermin Lopez. C'est un joueur qui peut être bon un petit peu sur le couloir, mais je trouve qu'il a manqué et il a surtout perdu en explosivité. Il est aussi très intéressant dans l'axe parce qu'il a une bonne qualité de finition face au but et peut trouver des partenaires dans les petits espaces. Donc franchement, le rôle dans le demi-espace, ça peut être parfait pour Ansu Fati qui, on l'a vu, a la confiance d'Hansi Flick. Est-ce qu'il aura la confiance de la direction? Sera-t-il prêté? Sera-t-il vendu? Ça va être important, mais s'il reste, attention, Ansu Fati peut très bien performer à ce poste-là. Donc on a des joueurs pour interpréter ce rôle-ci, et donc à ce moment-là, le Barça, on ressemblera beaucoup au Barça de Xavi 2022-2023 avec ce fameux carré au milieu de terrain. On aurait donc entre guillemets 4 milieux de terrain. Ça sera plus vraiment un 4-2-3-1, 4-3-3. Ça sera un peu plus mobile et fluctuant que ça, mais on aura cette pointe-là qui finalement n'a pas vraiment disparu, hein, si on réfléchit bien. Même l'année dernière, quand c'était Joao Félix finalement était la pointe de ce carré. Et quand c'était pas Joao Félix et Rafinha en deuxième partie de saison, Rafinha était la pointe haute de ce carré. Donc en fait finalement ce carré il a jamais disparu sous Xavi, et là il risque de réapparaître finalement sous Flick. Mais bien évidemment vous me direz, mais la problématique elle reste toujours la même, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas élargir le bloc adverse vu qu'il manque un ailier à gauche. Mais il faut prendre en compte qu'à droite déjà on va pouvoir mettre Lamine Yamal qui a été présent que quelques minutes face à Monaco, mais la première mi-temps il n'était pas là, et ça on l'a vu sous Xavi quand c'était Ousmane Dembélé. Ça permet quand même d'avoir une force sur le côté et de pouvoir écarter, et même Lamine Yamal sur la deuxième partie de saison l'année dernière il l'a montré. Hop, sur le côté droit là tu as un vrai joueur de couloir, un vrai joueur de ligne qui est capable de performer également dans l'axe, hein, Lamine Yamal, mais de base c'est surtout un joueur qui performe sur la ligne. Et ensuite sur le côté gauche, là il faudra être très vigilant sur le niveau d'Alejandro Baldé. Il faut retrouver un Baldé qui a minimum le niveau de la saison 2022-2023 où il a été très important pour ce Barça qui a été champion d'Espagne, très important sous Xavi, et surtout pas le Baldé 2023-2024 qui était beaucoup moins présent. Alors Flick a réussi à faire de Davis une machine entre guillemets, un très bon joueur. Il faut qu'il fasse de Baldé également un très bon joueur sur le côté, et que ce soit justement Baldé qui incarne ce rôle de couloir. Alors il pourra permuter avec le joueur qui est dans le demi-espace. Des fois le joueur qui est dans le demi-espace pourra prendre la ligne. Baldé ça lui permettra de rentrer un peu plus intérieur à certains moments. Bien évidemment il faut voir la permutation, mais l'idée c'est que le mec du couloir, le latéral gauche, il aura une importance prépondérante au Barça. Alors ça peut être Cancelo également, si on le reprend en prêt, etc. Il peut interpréter ce rôle-ci, mais Baldé ça va être super important d'être au niveau cette saison, en tout cas si on joue dans cette animation. Donc voilà les amis, face aux difficultés qu'on a, le plan A qui semble capoter du côté de Nico Williams, le plan B, C, D qui semble un petit peu difficile à conclure pour le Barça, il semble qu'il y ait une solution qui soit celle-ci, donc d'avoir un joueur qui se présente plus comme un joueur de demi-espace, un quatrième milieu de terrain et laisser le couloir au latéral plutôt que de viser un ailier qu'on visera certainement au prochain mercato d'été. Mais si on en reste là et qu'il ne se passe rien sur le marché des transferts de cet été, je pense que c'est la solution que devra adopter Flick. En tout cas, c'est ce que je pense. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette solution. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.